Robert de Jean-Luc Fromental. Plus lourd que l'air. 6 mois passèrent sans que je revoie Babs. Je gardais un souvenir ébloui de la folle soirée qui avait suivi le triomphe d'Ascot. La partie avait duré tard dans la nuit autour des box des vainqueurs. Ladies and Lords fêtaient le double succès des maisons Ballyhoo et Pinkerton dans les flots de champagne. Une musique douce se mêlait à leurs pépiments élégants. Grisés par cette atmosphère, Babs et moi avions fait connaissance. Je lui racontai mon histoire, Joli Vallon, Prince Vaillant, Tibor Maury, Dina et Martina, ma première vision de la mer. Elle me raconta la sienne, humble Agnelle, prise en amitié par la pouliche blessée dans les barbelés, devenue meilleure copine parce qu'elle était capable par ses doux bêlements de calmer ses blessures de chair et d'amour-propre. Au bout de ce flot de paroles, nous avions fini par nous avouer que nous nous plaisions énormément. Et au moment de me quitter en susurrant « On se reverra », la plus jolie brebis du monde m'avait gratifié d'un coup de langue qui me brûlait encore le museau. Avec le temps pourtant, le souvenir de cette nuit commençait à devenir irréel. Il n'en restait qu'une photo de Babs et moi prise à Ascot. Jenny l'avait punaisée de mon côté du box aux écuries de la fraise. Et quand le moral baissait, c'est vers elle que se tournait mon regard. Fringant était retombé dans ses travers. Après avoir radoté pendant des semaines sur l'épique Dead Hit, il me saoulait avec une espèce de baratin New Age qu'il répétait 100 fois par jour. « J'ai tout compris ce jour béni, tu vois. Mon esprit s'est ouvert à la conscience. C'est en aimant les autres qu'on arrive à s'aimer soi-même. » Son œil devenait humide chaque fois qu'il prononçait cette phrase. Question amour de soi, il me semblait à son maximum. Une série ininterrompue de victoires après celle de Royal lui avait rendu sa fierté et sa confiance. Et il m'aimait en vertu du principe que c'était lui-même qu'il aimait à travers moi. « Mon petit Robert !» déclara-t-il un soir que nous rentrions de France où il venait d'enlever haut la main le prix Royal Oak de Longchamp. « Entre nous, c'est à la vie, à la mort. Tu peux m'appeler Fringant. » J'ai évité de lui faire remarquer que c'était déjà le cas depuis un moment. Ce qu'il ajouta me surprit davantage. « Dans un mois, je cours le Japan Cup à Tokyo, et par mes glorieux arieux, tu en seras. » Malgré ma boulimie de lecture, mes notions de géographie restaient floues. Je savais que Tokyo était au Japon, mais je n'arrivais pas plus à situer le Japon sur une carte. Je m'informai auprès de Jenny. « Oh là, c'est loin, me dit-elle. Pas sûr que Mr. Parkerson soit disposé à te payer le billet d'avion. »« Ah, avion ?» bêlai-je. « Ah oui, c'est le seul moyen d'y aller. Ça prendrait des semaines sinon. » Avion. Une terreur glacée me saisit. Je savais ce que c'était. J'avais assez lu pour ça. Un moyen de transport insensé qui se déplaçait sur rien. Sur l'air qu'on respire. À peine assez costaud pour soutenir quelques oiseaux. La seule idée que mes sabots quittent le sol me donnait la nausée. Je n'endormais plus. Même la vieille berceuse était inefficace. Je passais mes nuits à m'imaginer, projeter dans les airs, les genoux flageolants, un creux horrible à l'estomac, ma laine trempée de sueur froide. Il y a un nom scientifique pour la peur de voler. L'aviophobie. C'est lié, paraît-il, à la volonté de vouloir toujours tout contrôler. Je ne sais pas si je suis aviophobe, mais le résultat était le même. J'avais l'oreille molle, le poil terne et le jarret flappy quand Jenny revint avec la grande nouvelle. « Hurrah! Ça marche! J'ai réussi à convaincre le boss que Fringant ne pouvait se passer de toi. Le Japon, mon sucre candy! Tu vas voir ce que c'est qu'un vrai sushi! » Long courrier. Je n'en menais pas large quand le van nous déposa en pleine nuit à l'aéroport d'Heathrow, où nous attendait un Boeing 747 des Nippon Cargo Airlines en partance pour Tokyo. Je titubais en rejoignant, au fond d'un hangar glacial, le conteneur en forme de petite maison qui allait nous servir de cabine. Comme pour la traversée de la mer, c'était encore une histoire de boîte dans une boîte. Le transport d'un pur sang, dont chaque jambe est assurée pour $1 million, n'est pas une mince affaire. Depuis des semaines, Fringant était l'objet de soins vétérinaires quotidiens.
Tous les 3 jours, on lui injectait un vaccin contre une nouvelle sorte de grippe. À moi aussi, par la même occasion. Ma terreur de voler était telle que ces piqûres ne me faisaient ni chaud ni froid. Fringant, douillet comme une vieille dame, me regardait les supporter sans un bêlement, avec un mélange de stupeur et d'envie. Des hommes en veste fluo attendaient près du container. Ils commencèrent par habiller mon cheval. Sous l'œil vigilant de Jenny, ils l'emballèrent dans une lourde cape aux couleurs de trèfle rose, lacée au cou et sanglée sous le ventre, puis lui passèrent à chaque jambe des espèces de leggings étroitement fixés. Je n'eus droit qu'à 2 paires de chaussettes molles. On devait penser que ma laine était assez épaisse pour me protéger des chocs. On nous fit entrer dans le container en forme de petite maison, où nous attendaient 2 boxes séparées par une barrière, réglée de façon à ce que nous ne puissions ni nous retourner, ni tomber. Il y avait un banc, où Jenny s'assit pour attendre l'embarquement avec nous. Pretty Boy Boyd n'était pas du voyage. Les cracks ne sont pas toujours montés par le même jockey. Fringant avait beau jouer les affranchis de l'air, je voyais bien qu'il n'était pas à l'aise. Ses yeux étaient révulsés, et un curieux rictus tordait sa bouche. « Ce n'est rien, tu vas voir, me dit-il comme s'il se parlait à lui-même. C'est l'affaire de 12 heures. 12 heures? Laissez-moi sortir. Un tapis roulant mena notre conteneur à une plateforme élévatrice qui nous hissa jusqu'aux soutes pressurisées de l'avion. Pressurisé. Ça signifie maintenir l'air intérieur à une pression constante pour protéger les passagers des températures terrifiantes, moins 50 degrés Celsius, et de la chute de pression atmosphérique, 200 millibars contre 1000 au sol, qui règne au-dessus de 6000 pieds. Je ne pus me retenir de vomir un peu au décollage, ce qui me valut un regard scandalisé de Fringant. « Robert, vraiment !» eut-il le temps de hoqueter avant d'être saisi lui-même d'un violent haut-le-cœur. Bientôt, nous foncions à 257 mètres par seconde dans le vide céleste. Toutes les 2 heures, on nous approvisionnait en eau et en vivres. Mais je n'avais pas faim, et le fourrage sentait le plastique, de la vraie nourriture d'avion. Seul incident notable, un cauchemar de Fringant vers la 9e heure de vol. Je le sentis frémir et botter contre notre barrière commune. Un long gémissement s'échappa de ses lèvres retroussées. « Lady Cass, ta mère !» hennit-il avant de se réveiller brusquement, promenant autour de lui un regard égaré. Je l'observai surpris. « Elle est ici ?» se mit-il à bredouiller. « Je l'ai sentie. Elle est ici, Robert, avec nous, dans l'avion, en ce moment même. Lady, Lady, répondez-moi, Lady Cass, ta mère !» De l'autre bout de la soute, un lointain hennissement nous parvint. « Et si ?» Il avait vraiment un odorat extraordinaire. Même moi, qui ai le nez fin, je n'ai rien senti. Mais alors, l'idée me frappa comme un boulet. Mon cœur bondit dans mon poitrail. Je me mis à crier « Babs! Babs !» Une voix encore plus ténue me répondit « Robert !» Un caprice japonais. À l'aéroport international de Narita, Fringant piqua une crise parce qu'il n'avait pas pu voir Lady C au débarquement. Son conteneur avait disparu avant que le nôtre touche le sol. J'étais moi-même très déçue d'avoir raté ma brebis, mais je pensais bien qu'elles étaient là, sa patronne et elle, pour le même motif que nous, et que nous les reverrions. J'essayais de le dire à mon cheval, mais quand il est dans cet état-là, il n'écoute rien. 1 heure de route, et à l'arrivée, nouvelle déception. L'établissement devant lequel on nous fit descendre ressemblait plus à une caserne qu'à une de ces écuries 5 étoiles dont nous avions l'habitude. Un groupe d'hommes en combinaison blanche nous entraîna jusqu'à un box entièrement clos. Pas de double porte à battant, pas de fenêtre, éclairage artificiel et un air climatisé qui rappelait celui de l'avion. À peine remis de sa première colère, Fringant se remit à maugréer. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit, si c'est ça le confort japonais ?» La pièce était vaste et je pus enfin me dégourdir les pattes. Jenny arriva, des papiers plein les mains. « Ok, que je vous explique, dit-elle. Nous nous trouvons au centre de quarantaine de Shiroi, à 60 km de Tokyo. Nous allons y rester 1 semaine, durant laquelle vous subirez toute une batterie de tests et d'analyses. Pas de sortie, c'est le règlement. Il s'applique à moi aussi. Nous voilà donc consignés ici pour 7 jours. Il va falloir être patient, mes chéris. » Elle sourit à Fringant qui la regardait avec horreur. « Toi, tu pourras continuer l'entraînement, mais seul, séparément des autres chevaux. »
On pourra quand même voir Babs et Lady Castamer, hasardai-je. Elles sont ici, pas vrai? Oui, Roméo, ta Juliette est là, mais tu ne la verras pas. Ton contact avec les pensionnaires est interdit, c'est la vie. L'Asie est obsédée par la grippe, peut-être à cause de la célèbre grippe asiatique. Je n'aurais jamais imaginé qu'il en existait tant de sortes. Grippe espagnole, grippe aviaire, grippe porcine, grippe équine, du latin equus, cheval, grippe ovine, ça c'est moi, grippe du moustique, grippe intestinale, que sais-je encore. C'est ce fléau, sous toutes ses formes, qui visait les tests auxquels nous étions soumis 4 fois par jour, qui consistait principalement à nous enfoncer des instruments pénibles dans les naseaux pour y recueillir les sécrétions à envoyer au labo. Le 4e soir, Fringant péta les plombs. Je n'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est elle qui décrit le mieux ce qui arriva. Il pouvait être 22 heures. Les lumières du box avaient baissé. Nous étions en pleine lecture, dans un passage palpitant du roman de Miguel Morpurgo, Cheval de guerre, septembre 1915. Les tranchées de l'Argonne. Et ce cheval fou, lancé à fond sur le champ de bataille. Je sentais Fringant piaffer près de moi, s'agiter, renacler, taper du sabot sur le sol carrelé. Un coup d'œil me confirma qu'il ne m'écoutait plus. Il s'était mis à parler tout seul. « Intolérable. Je suis Fringant du Naso, pas monté du bonnet et Sweet Lullaby. Je n'ai pas, vous m'entendez, à être traité comme un migrant illégal. Si je suis prisonnier, qu'on me paye ma rançon. Je suis un roi, comprenez-vous? Je ne resterai pas un instant de plus dans ce cachot. » Il tourna vers moi, son œil exorbité. « Robert, mais fais quelque chose. Je dois sortir d'ici. De l'air, je suis phoque. » J'étais bien embêtée. C'est que Fringant, je vois mal ce qu'on peut faire. Voulez-vous que nous allions n'importe où, loin de cette prison? Allez, ouvre-moi cette porte maintenant. Mais comment? Ton nez, certain. Tu es habile de ton nez. Allez, dépêche-toi, imbécile. Oh, je meurs. Oh, je le sens. Une attaque de panique. Il ne manquait plus que ça. Fringant s'était mis à tourner sur lui-même, comme le font les chevaux pris de folie. Il ruait et bottait, ses halètements entrecoupés de couinements bizarres. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. C'était terrifiant. Sans trop savoir comment, je me servis de mon museau et la porte finit par s'ouvrir. Il se rua dehors en hennissant furieusement. La nuit baignait dans un silence profond. Je craignais que ces vociférations n'attirent l'attention, mais il se calma aussitôt. « Libre, libre, souffla-t-il. Oh, que c'est bon !» J'étais restée sur le seuil de notre box. Il se retourna vers moi. « On y va ?» lança-t-il d'une voix soudain pleine de confiance. « Oui, mais où ?»